Bonjour à toutes et à tous. En ce samedi 7 mars 2026, l'heure est venue de plonger dans une toute nouvelle exploration. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un document vraiment fascinant. Ouais, un texte assez singulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Totalement. Ça s'intitule La symbolique des échecs et c'est écrit par un auteur indépendant, Thierry Minkowski. Et il faut préciser un truc d'emblée pour ceux qui nous écoutent. L'objectif aujourd'hui, c'est pas du tout d'apprendre des techniques pour gagner ou d'étudier des ouvertures secrètes. Ah non, pas du tout. Si les gens cherchent un tuto pour battre leur beau-frère aux échecs ces week-ends, c'est pas le bon document. C'est clair. En fait, la mission de notre analyse d'aujourd'hui, c'est d'extraire les pépites philosophiques de ce texte. Minkowski utilise le plateau de 64 cases pour décoder des choses beaucoup plus vastes. Les dynamiques de l'espace, le pouvoir, nos propres limites et même la vie en général. C'est une grille de lecture où la géométrie du jeu devient un miroir de nos structures humaines. C'est hyper audacieux comme approche. Et c'est pour ça que je suis super enthousiaste de partager ça. Pour quiconque s'est déjà senti complètement submergé par la complexité du monde actuel, avec toutes ses règles et ses contraintes, ce texte est un raccourci intellectuel génial. Pas de surcharge d'informations, juste des concepts purs. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'habituellement on regarde les échecs comme une simple simulation guerrière, quoi. Un truc très mathématique. Ouais, un affrontement binaire. Exactement. Mais là, l'auteur nous invite à y voir une architecture symbolique. Les règles sont hyper simples, mais elles génèrent des systèmes d'une complexité vertigineuse. Et pour bien comprendre ça, le texte s'attarde d'abord sur la scène elle-même, le plateau, ce que Minkowski appelle la géométrie de la stabilité. Le fameux carré parfait. Voilà. 64 cases, 8 lignes, 8 colonnes. Et l'auteur souligne que ce carré, c'est pas juste une forme arbitraire, hein. Dans l'histoire des symboles, le carré, c'est l'ancrage. C'est la solidité. On pense tout de suite aux 4 points cardinaux, aux 4 éléments. Avant même de poser une pièce, l'espace impose son ordre. Un ordre qui saute aux yeux avec cette alternance de cases noires et blanches. Et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante, sur la dualité. Ah oui, parce que souvent, le noir et le blanc, c'est le bien contre le mal, le conflit destructeur. C'est ça. Dans la mythologie ou la pensée classique, la victoire de la lumière implique l'anéantissement des ténèbres, ou inversement. Mais sur ce plateau, la logique est complètement inversée. La coexistence de ces deux couleurs ne s'annule pas dans un conflit. Ben non, parce que si on avait un plateau tout noir ou tout blanc, le jeu serait injouable. Précisément, sans les deux, il n'y a pas de structure. Cette alternance, c'est ce qui crée le rythme, le repère visuel. C'est l'harmonie nécessaire pour que ce microcosme soit lisible. C'est une super métaphore pour toute organisation complexe. Une démocratie ou un écosystème a besoin de forces contraires pour rester fonctionnel. Mais c'est un point clé du texte. Cet ordre pose un problème fondamental au début de la partie. Le paradoxe de la position initiale. Exactement. Au début, l'ordre est parfait. 32 pièces alignées, une symétrie irréprochable. Mais Minkowski nous dit que cet ordre absolu, c'est l'équivalent d'une paralysie totale. L'ordre parfait, c'est la mort de l'action, en fait. C'est ça. Rien ne peut bouger, ou presque, tant qu'un pion ne s'avance pas pour briser cette harmonie esthétique. Ce qui nous amène à une idée philosophique forte. Les forces ne créent pas l'espace. L'espace existe déjà avec ses lois mathématiques. Les acteurs entrent dedans et doivent s'y adapter. La perfection initiale est stérile. Il faut accepter de la briser pour créer une évolution. Bon, décortiquons tout ça. Une fois que l'harmonie est brisée et que la partie commence, comment les pièces bougent-elles? Le document a une vision très particulière de la notion de pouvoir. Oui, il affirme qu'une pièce n'est pas définie par sa force de frappe, mais par ce qu'elle ne peut pas faire. C'est tellement à contre-courant. On fantasme toujours le pouvoir comme la liberté totale, l'absence de règles. Alors qu'ici, c'est la contrainte qui définit la capacité d'action. Prenons la tour, par exemple. La tour, c'est le mouvement massif. Elle avance en ligne droite, sur les axes horizontaux ou verticaux. Elle peut traverser tout le plateau d'un coup. Mais sa restriction est sévère. Elle ne fait que du frontal. Elle est incapable de prendre un virage. L'auteur la compare presque à une approche institutionnelle. C'est prévisible, comme une grosse bureaucratie ou une hiérarchie très lourde. Ça a une force de frappe énorme, mais aucune souplesse. Et à l'opposé de cette frontalité, on a le fou. Ah, le fou. J'ai adoré cette partie de l'analyse. Le fou ne bouge qu'en diagonale. Ce qui a une conséquence mathématique assez folle quand on y pense. Un fou est condamné de sa naissance à sa mort à rester sur une seule couleur de case. C'est hyper tragique formulé comme ça. C'est le mot. S'il naît sur une case blanche, il sera aveugle à la moitié noire de l'univers pour toujours. Sa vision du monde est vaste, puisqu'il traverse le plateau, mais elle est irrémédiablement partielle.
C'est l'image parfaite de nos fameuses chambres d'écho modernes. On peut avoir une vision super étendue d'un sujet, mais rater la réalité qui est juste à côté, simplement parce qu'elle appartient à une autre couleur de pensée. Exactement. Il incarne l'hyper-spécialisation, mais attention, tactiquement, il est redoutable. Le texte fait un parallèle avec les arts martiaux. Oui, l'angle oblique. Voilà. Dans les arts martiaux, on apprend souvent à sortir de l'axe central pour esquiver une force frontale plus lourde. Le fou, il attaque de biais. Il modifie la perspective du conflit. Et puis, au milieu de ces lignes droites et de ces diagonales, il y a l'anomalie totale. La pièce qui brise complètement la géométrie du jeu. Le cavalier. Le fameux mouvement en L. C'est ça. L'auteur insiste sur le fait que le cavalier ne glisse pas sur le plateau. Il bondit. Il bondit par-dessus les obstacles. Quand une tour est bloquée par un meule de pions, elle doit atteindre. Le cavalier, lui, il représente l'instinct, le contournement. L'innovation de rupture, en quelque sorte. C'est la pensée latérale. Il choisit d'atterrir là où on ne l'attend pas. Si on relie cela à une perspective plus large, ça montre que toute forme d'intelligence a ses frontières. Une tour qui essaierait de faire du cavalier, ça ne rime à rien. Comprendre sa propre limite est plus décisif que d'exercer une puissance brute. Ce qui nous pousse naturellement vers le sommet de la hiérarchie, le centre névralgique du pouvoir, la dualité entre la reine et le roi. Minkowski décrit la reine comme le sommet absolu de la puissance dans l'espace. C'est clair. Elle combine la tour et le fou. 8 directions. C'est l'action totale. Si on était dans une entreprise, ce serait le PDG ultra dynamique qui est sur tous les fronts. Mais le texte révèle une ironie structurelle énorme. La reine agit sur tout le système, elle est terrifiante, mais si elle meurt, le jeu continue. C'est une perte énorme, mais ce n'est pas la fin du monde. Exactement. Elle ne donne pas son sens ultime au système, et c'est là qu'on observe le roi, le paradoxe du centre. Le roi, il est presque pathétique en termes de mouvement. Une seule case à la fois. Il passe son temps caché derrière ses pions. Il est hyper limité. Et pourtant, l'intégralité du plateau s'organise autour de lui. C'est fou cette dualité. Une vulnérabilité extrême couplée à une importance absolue. Et le texte fait remarquer une nuance subtile sur la fin du jeu. Aux échecs, le roi n'est presque jamais capturé physiquement. On ne le mange pas. L'échec est mat. Voilà. L'échec est mat, ça marque l'instant précis où la position est sans issue. La partie s'arrête juste avant la capture. Ça signifie l'effondrement logique du système. Quand le centre n'a plus d'espace vital, toute la puissance de la reine ou du cavalier perd son sens instantanément. C'est la chute du système, pas juste la mort d'une pièce. Tout à fait. L'importance et la vulnérabilité coexistent dans la même figure. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On redescend tout en bas de l'échelle sociale de l'échiquier, la pièce la plus humble, le pion. Souvent vu comme de la simple chair à canon. Ouais, on s'en sert pour bloquer, on le sacrifie, mais l'auteur lui donne la symbolique la plus riche, parce que le pion a une contrainte unique, il est irréversible. C'est la seule pièce qui ne recule jamais. Et ça incarne physiquement la flèche du temps, le temps qui passe sur le plateau. Une reine peut revenir en arrière si elle a fait une erreur. Le pion, lui, chaque pas qu'il fait modifie la réalité pour toujours. Et sa manière d'avancer est une leçon en soi. Oui, le contraste entre sa progression et sa méthode de capture. Il avance tout droit, mais il frappe en diagonale. Ce qui illustre métaphoriquement un principe très profond. Ça montre que la progression directe ne suffit pas toujours à vaincre un obstacle. L'affrontement nécessite souvent d'adopter un angle différent. On avance de face, mais on résout le conflit de biais. Marcher et combattre, ce sont deux postures distinctes. Et ce parcours lent et irréversible, il mène à la règle la plus magique du jeu, la promotion. La transformation. Si ce petit pion arrive à traverser tout le monde structuré et hostile de l'échiquier, et qu'il atteint la dernière ligne, il peut devenir une reine. La puissance n'est pas toujours innée, en fait. Elle peut être le résultat de la persévérance. Mais le chemin est dangereux, surtout pour ceux qui veulent aller trop vite. Le texte aborde la règle de la prise en passant. Ah oui. C'est une règle que les débutants ont souvent du mal à saisir. En gros, un pion, à son premier coup, peut sauter 2 cases pour aller plus vite. Mais s'il fait ça pour esquiver un pion ennemi qui l'attendait, L'ennemi peut quand même le capturer, comme s'il n'avait avancé que d'une case. il frappe le vide laissé par le pion et le pion disparaît. C'est une leçon terrible. Aller trop vite, sauter des étapes pour éviter la friction du face-à-face, ça crée une vulnérabilité fantôme. On risque d'être fauché en plein vol. L'espace et le temps exigent d'être parcourus honnêtement. Et cette idée de vulnérabilité invisible, ça nous connecte à une autre grande idée de Minkowski, la carte invisible de l'influence. L'idée que le vrai pouvoir n'est pas forcément dans le mouvement. Exactement. Le jeu, ce n'est pas que déplacer des morceaux de bois.
Une pièce contrôle un espace par la simple menace. Une tour qui reste immobile au fond d'une ligne, elle interdit à l'adversaire d'y aller. C'est le pouvoir de l'influence invisible. Une dynamique psychologique très puissante. Dans les réunions de travail où la diplomatie c'est omniprésent, la puissance, c'est pas toujours d'agir, mais de structurer l'espace mental des autres. Occuper le terrain sans faire un geste. Et cet espace mental, il a créé son propre vocabulaire. L'auteur s'émerveille sur le langage des échecs, la notation E4, cavalier F3. C'est un langage universel. Avec juste ces petites lettres et ces chiffres, des milliers de calculs se font dans l'esprit des joueurs. Des futurs potentiels naissent et meurent en silence. Des millions de chemins sont imaginés dans le cerveau, mais un seul deviendra la réalité physique sur le plateau. Et la réalité de cette partie suit toujours un grand arc narratif. Le texte résume bien cette évolution du temps de jeu. Les 3 actes, Voilà, on commence par l'ouverture. C'est l'ordre absolu. Les schémas sont théoriques, tout est à sa place. Ensuite, on bascule dans le milieu de partie. C'est l'ère de la transformation et du chaos. La complexité est maximale. et enfin, l'épuisement des ressources mène à la finale, la phase de simplification. Le plateau est presque vide. Et là, le contraste est saisissant. Sur un plateau dépouillé, le moindre petit choix prend une importance monumentale. Faire avancer un pion d'une case dans la finale, ça peut décider du destin de l'univers entier. Exactement. La rareté des pièces exacerbe le poids de chaque décision. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie si on rassemble toutes ces idées? Pour quiconque navigue dans un environnement super structuré, que ce soit au boulot, dans la société ou dans ses propres routines hyper codifiées. Le message de Minkowski est libérateur au fond. Carrément. Ce texte rappelle qu'un cadre strict, des mouvements limités, ça n'étouffe pas la liberté. C'est tout l'inverse. Ces limites, ces 64 cases, c'est le terreau même de la créativité. Sans contrainte, il n'y a pas d'invention, pas de stratégie. Et je trouve que le texte se clôture sur une image qui prolonge cette réflexion de manière vraiment vertigineuse. Le moment où la partie s'achève. Oui, l'instant d'après, l'échec est mat. Le plateau plonge dans un silence total. Toute la dramaturgie, la tension mentale, ça s'évapore. Et les pièces sont remises exactement à leur place initiale. L'histoire qu'on vient de vivre est effacée. Comme si elles n'avaient jamais existé. Et pourtant, et c'est un fait mathématique, 32 pièces sur 64 cases peuvent engendrer plus d'univers possibles qu'il y a d'atomes dans l'univers observable. C'est fou d'y penser. Plus de parties différentes possibles que d'atomes dans l'univers. Donc, la pensée finale que ça nous laisse, c'est celle-ci. Si un petit plateau de bois, avec des règles aussi rigides, contiennent une telle infinité, on peut légitimement se demander quelles possibilités invisibles et infinies dorment en ce moment même sous la surface de nos propres vies. Sous nos routines quotidiennes les plus prévisibles. Absolument. Elles n'attendent peut-être qu'un tout premier mouvement, un mouvement juste légèrement différent, pour faire naître un monde entièrement nouveau. C'est une réflexion fascinante pour conclure, une belle invitation à repenser nos propres limites. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de la symbolique des échecs et à très bientôt pour une nouvelle analyse.